Merci à tous, bonjour. Bonjour à tous et à toutes, bien évidemment. Merci d'être venus à mon invitation. Donc je remercie les journalistes qui sont présents. Je remercie aussi Sandrine Dangio qui est maire du 13e et 14e arrondissement et conseillère régionale qui me fait le plaisir et l'honneur de venir, et ainsi que les élus et militantes. Donc nous avons Sophie Grèche, conseillère régionale. Alors si j'en oublie, excusez-moi, Laure Chevalier, conseillère régionale. Nous avons Nathalie Chevillard, conseillère régionale. Nous avons Cathy Marty, qui est conseillère municipale et conseillère de territoire métropolitaine. Et nous avons également les adjointes de la mairie du 13-14 et des militantes fidèles avec nous. Voilà. Et quelques hommes, donc Bernard Baranda, conseiller municipal, et Emmanuel Foucard, donc, qui est conseiller municipal de Martigues, et notre délégué départemental. En cette journée internationale de la femme, l'actualité nous invite, et nous incite encore plus fortement à parler et à nous pencher sur le droit des femmes. Tout d'abord, chacun sait combien est tenace la problématique de l'inégalité des salaires que l'on constate encore bien trop souvent à poste égal au détriment des femmes. Cette question de l'inégalité du traitement des salaires revient très souvent et tout le monde s'accorde sur ce sujet. Bien évidemment, le Rassemblement national s'associera à toutes les mesures pertinentes qui iront dans le sens de l'égalité homme-femme dans les entreprises. La question des femmes, c'est également la situation de ces mères célibataires totalement oubliées par les pouvoirs publics. Cette question d'urgence sociale et leur situation, parfois extrêmement précaire, mériterait un traitement social spécifique, notamment en matière de garde d'enfants et des aides financières particulières. C'est une des revendications qui ont été portées par les Gilets jaunes, et vous savez comme moi combien de femmes ont été sur les ronds-points et sont toujours sur les ronds-points. Il y en a beaucoup parmi les Gilets jaunes, et je salue leur courage et leur ténacité. Et évidemment, les revendications qu'elles portent, nous les soutenons. D'autres sujets touchent particulièrement les femmes, également. Et ces sujets ne doivent plus, aujourd'hui, être passés sous silence. Ces sujets appellent, de la part des pouvoirs publics, une réponse et une attention particulière, des réponses fermes et adaptées. Les agressions sexuelles que l'on constate par les chiffres ont explosé en France. Les plaintes pour viol ont augmenté de près de 17% et celles pour agression sexuelle ont bondi de 20% selon les chiffres qui ont été communiqués en février 2019. Ce phénomène est national, mais il est également européen et il est extrêmement inquiétant. Personne ne peut se satisfaire aujourd'hui de cette réalité statistique terrible qui se traduit humainement par des drames, des souffrances et une humiliation de la part des victimes qui ont du mal à se faire entendre, à se défendre et à être reconnues comme victimes. La libération de la parole, et c'est tout à fait heureux, a incité beaucoup de femmes à porter plainte avec le mouvement MeToo. Mais ce mouvement a montré quelle était l'ampleur du phénomène. Il indique aussi la route à accomplir pour faire cesser ce scandale. La première étape consiste à ne pas traiter les plaignantes de viol comme des délinquantes. Il n'est pas admissible que les procès pour viol se transforment, comme souvent, en procès de la femme qui a osé porter plainte. Trop souvent, on entend finalement « elle m'a bien cherché ». C'est quelque chose qu'on entend quand même assez régulièrement. Et c'est tout à fait inadmissible. Une justice équitable exige que chacune puisse être entendue loyalement. Si les agressions de femmes sont très souvent le fait d'auteurs connus de la victime et parfois des membres de la famille, et dans ce cas-là, ces faits doivent être traités avec la plus grande des sévérités, beaucoup concernent des agressions de circonstances, de rencontres ou de mauvaises rencontres. C'est une violence insidieuse dont sont victimes les femmes et dont le premier degré, il est à quelques pas de nous, dans la rue, c'est le harcèlement de rue. Une violence qui est peu ou pratiquement pas poursuivie, mais qui pourtant est quotidienne, extrêmement déplaisante,
humiliante, pénible pour les femmes qui la subissent. Excusez-moi, petit... voilà. On ne parle pas là, évidemment, dans le harcèlement de rue, des petites, on va dire, dragues un peu lourdes, gauloises, que l'on peut entendre de la part d'hommes, qui les rend plus ridicules qu'autre chose. Mais on parle ici du harcèlement à connotation sexuelle, sexiste, j'allais dire raciste anti-femme, qui tourne en fait à l'infraction. La réponse sociale du harcèlement de rue est certes de plus en plus condamnée moralement. On en a beaucoup parlé. Mais la réponse pénale, malgré la loi qui a été votée, n'est que très rarement au rendez-vous compte tenu des grandes difficultés de sa mise en œuvre. D'ailleurs, pour l'instant, aucune évaluation de cette loi n'a été faite. Comme si voter une loi sur le harcèlement de rue avait suffi à balayer un petit peu d'un revers de main sous le tapis ce fléau pour les femmes. Pourquoi un fléau? Parce que ce harcèlement de rue, ce n'est pas anodin. Ces comportements entraînent pour les femmes, pour nous les femmes, plusieurs obligations. Aujourd'hui, dans certains quartiers, dans certaines villes, comme Marseille, par exemple, je suis marseillaise, donc je vais vous parler aussi de ce que je connais. L'obligation de stratégie d'évitement, c'est de contourner certains lieux parce qu'on a peur d'une remarque, de regard, d'insulte. Le déplacement en taxi, qui est parfois obligatoire. L'obligation aussi pour les femmes de ne plus être très écolo, mais se déplacer dans sa voiture particulière, parce qu'il n'est plus possible de prendre les transports en commun. L'obligation d'être accompagnée. Le couvre-feu aussi, puisqu'à certaines heures du soir, et vous en conviendrez toutes, il est difficile de se balader sereinement dans de nombreuses rues de la ville et des villes. Pour beaucoup de femmes, cette menace implicite entretient ce sentiment d'insécurité permanent. L'impunité et l'arrogance avec lesquelles les auteurs de ces agressions verbales agissent participent également de ce sentiment d'humiliation que peuvent ressentir légitimement les victimes. D'autant que ce harcèlement peut tourner à l'agression physique lorsque l'on répond, voire même lorsque l'on ne répond pas. Ça peut être très lourd. À Paris, les pouvoirs publics se sont émus de la pression qui règne sur les femmes dans le quartier de la Chapelle. On en a parlé il y a plusieurs mois. Il ne suffit pas d'aller, pour certaines féministes, de s'émouvoir et d'aller dans les rues encadrées, avec des ministres encadrés par des gardes du corps, pour s'apercevoir de ce que c'est réellement la réalité du terrain, la réalité dans les rues. Parce que là, on ne peut pas s'en rendre compte, avec des gardes du corps, une voiture blindée, fermée, vitres teintées, bon, c'est sûr qu'on peut se mettre une jupe. Il y a de nombreux quartiers, je fais une légère digression, il y a de nombreux quartiers à Marseille, j'y ai travaillé, donc je les connais, notamment dans les quartiers nord, j'ai travaillé à Saint-Antoine, où il n'est évidemment même pas question de porter une jupe et des talons. On est très seul, on se sent très seul. Et évidemment, il vaut mieux porter un pantalon informe et des baskets. C'est plus sûr. Et ça n'est pas normal. Les auteurs d'un rapport parlementaire publié en février 2018 sur ces phénomènes de harcèlement de rue ont noté que sur 13 villes visitées dans le monde, Paris était identifié comme l'une des 3 villes avec Cape Town et New Haven où les femmes se sentent le plus harcelées dans la rue. Harcèlement verbal, physique, poursuite, violence, ce qui est d'autant plus grave qu'on est au XXIe siècle et que nous avons passé des décennies à nous battre pour avoir des droits, mais manifestement, beaucoup de féministes n'osent pas aborder le sujet tant il est tabou. Et pourquoi il est tabou? Parce qu'il met en lumière une réalité. Ces actes, cette réalité, c'est que ces actes de sexisme, ces actes contre les femmes sont constatés majoritairement dans certains quartiers. Emmanuel Macron l'avait d'ailleurs reconnu à demi-mot en octobre 2016 dans une interview à TF1 LCI. Il avait expliqué que les faits de harcèlement aboutissent rarement devant la justice parce qu'ils se déroulent dans les quartiers les plus difficiles
où nos magistrats ont déjà énormément à faire. C'est dire, hein, c'est Emmanuel Macron qui le dit, c'est pas le Rassemblement national. Hein. Quand on lit ça, je suis debout, mais on a envie de s'asseoir. Marine Le Pen a eu le courage de le dire en 2018. Le harcèlement de rue, je la cite, est en immense majorité le fait de ressortissants de l'immigration qui importent une culture. Et cette culture, c'est une culture de non-respect des femmes, une culture de soumission des femmes, et même l'expression, pour beaucoup, d'un mépris à l'égard des Françaises. La régression du droit des femmes et du droit des femmes françaises que l'on constate n'est pas analysée comme il se doit aujourd'hui. Dans de très nombreux quartiers, cette restriction du droit est aussi liée à l'imposition d'interdits ou d'obligations religieuses par des islamistes qui veulent faire valoir leur vision de la société, qui veulent imposer leurs lois. Et ce sont aussi, très souvent, des femmes d'origine maghrébine qui en sont les victimes. En quelques années, on a vu surgir des atteintes extrêmement graves à la laïcité, des atteintes à nos principes républicains, liberté, égalité, fraternité. L'égalité, dans certains quartiers, on s'assoit dessus. La laïcité, n'en parlons pas. La question des horaires de piscine séparés pour les femmes, la présence du burkini sur des plages ou dans des piscines publiques. Et à Marseille, je vais encore faire une digression, mais il n'est pas rare l'été sur les plages, je l'ai constaté, beaucoup de femmes l'ont constaté, de ne pas pouvoir aller sur les plages publiques parce que vous avez des femmes qui doivent, volontairement ou non, parfois ce n'est pas consenti pour elles, se baigner intégralement voilées. C'est absolument inacceptable. Ces pratiques ont été admises, et ça c'est le plus grave, c'est ça le plus grave, ou encouragées par la complaisance d'élus locaux, d'élus de la République, voire même de juges, puisque le Conseil d'État a invalidé un arrêté qui interdisait le burkini sur une plage. Pire, un certain nombre de pratiques profondément attentatoires à la dignité des femmes ont été apportées en France et commencent à s'imposer. L'exigence d'être soignée par des médecins de même sexe. Ça se voit, ça se vérifie tous les jours dans certains hôpitaux et dans les hôpitaux publics de Marseille. Le refus de serrer la main à une femme. Ça se pratique. L'impossibilité pour des femmes, évidemment, de fréquenter certains cafés. Il y en a, pas très loin. Non. Les femmes sont devenues des proies dans ces zones de non-France. Pensez qu'on a atteint un niveau tel que la ministre de l'égalité homme-femme, Madame Schiappa, si prompte à s'émouvoir de MeToo, parle d'un plan anti-excision. Un plan anti-excision en France en 2019. En France, un plan anti-excision. Je veux dire, c'est quand même assez renversant. Ce qui montre le niveau que l'on a atteint. Des firmes comme Decathlon croient pouvoir vendre tranquillement des tenues de sport, des hijabs de running, je crois, attentatoires à la dignité des femmes. Fort heureusement, sous la pression populaire des Français qui refusent quand même majoritairement ce type de soumission, ça a été retiré. La Cour européenne des droits de l'homme s'y est mise aussi en admettant, c'est vraiment les droits de l'homme, c'est pas tout à fait les droits de la femme, en admettant pour les musulmans qui le souhaitent, je cite, l'application des règles successorales en vertu de la charia. C'est la Remola Sali du 19 décembre 2018. Qui pourra assurer, si jamais cette règle venait à s'étendre en Europe, ce que je ne souhaite pas, que les femmes musulmanes qui accepteront d'être déshéritées le fassent selon leur consentement libre et éclairé? Le premier devoir des politiques que nous sommes, des pouvoirs publics, c'est de refuser le déni dans lequel nous nous trouvons. Il convient de dénoncer les situations. Alors, oui, il y a beaucoup aujourd'hui de mouvements féministes qui vont manifester, qui vont parler, qui vont discourir, qui vont discuter, mais qui ne vont pas nommer ce qui se passe réellement. Je dirais même que certaines de ces associations féministes, qui sont comme certaines associations écologistes rongées par la gauche et l'extrême gauche qui voudraient s'arroger le féminisme, eh bien, balayent aussi d'un revers de main ces problèmes que les femmes subissent désormais en France, en Europe. Donc il convient de dénoncer ces situations, mais pour les dénoncer, il faut les nommer, il faut appeler un chat pour agir efficacement.
La réponse pénale à toutes les situations de violence, de pression, de menace physique doit être adaptée à la gravité de l'atteinte aux libertés, à l'intégrité et à la dignité. Une réponse adaptée, cela signifie une réponse extrêmement ferme. Les femmes qui sont victimes, doivent être certaines des poursuites, certaines des sanctions, certaines des peines. Parce que quand vous avez des femmes qui se retrouvent à devoir habiter à côté de leur violeur qui a été libéré, c'est quand même un véritable scandale et une atteinte, là encore, à la dignité des femmes. L'accueil des victimes aussi doit être une préoccupation première des pouvoirs publics, tout comme la juste considération et le traitement attentif de leurs plaintes. Les épouses en danger doivent être mises en sécurité, y compris par l'incarcération, quand ça doit passer par l'incarcération de leur mari ou de leur compagnon violent ou menaçant. Et les policiers, comme les magistrats, doivent être formés au traitement de ces affaires qui exigent la plus grande empathie. Pour les atteintes à la mixité, à l'égalité homme-femme, à la liberté des femmes d'avoir à refuser des interdits vestimentaires, les pouvoirs publics, l'État, doit faire une application rigoureuse des principes républicains et notamment de la laïcité. La loi sur la burqa doit être appliquée avec la plus grande fermeté. Il est inconcevable également, et on le constate aussi, on peut le voir dans certains quartiers de Marseille depuis d'ailleurs d'assez nombreuses années, de voir des petites filles de 5, 6, 7 ans voilées. Le voile, c'est pas comme M. Taché le dit, c'est pas un serre-tête. Le voile, c'est pas comme M. Castaner le dit, c'est pas le foulard de nos grands-mères, c'est un signe de soumission. Il est inconcevable que le président de la République, lors d'un grand débat national, puisse promettre de punir des entreprises qui refuseraient d'embaucher des femmes voilées. Les entreprises n'ont pas à se faire imposer un prosélytisme religieux si elles ne le souhaitent pas. Au moment où s'ouvre donc à nouveau cette question du voile, grâce à des témoignages aussi courageux de femmes, il y en a qui s'opposent à cela, le Rassemblement national rappelle également qu'il est favorable, bien évidemment, à l'interdiction du voile dans l'espace public. Avec Marine Le Pen, le Rassemblement national est conscient des menaces qui pèsent aujourd'hui sur les droits des femmes de France. Et nous allons donc lancer, dans le cadre aussi à faveur de ces élections européennes, puisque l'Europe, ça doit être aujourd'hui pour nous retrouver sa souveraineté, mais aussi sa liberté. Et dans la liberté, il y a également celle des filles, des petites filles, des femmes. À l'heure où l'Europe explose, où l'immigration massive explose en Europe, où les frontières sont ouvertes, où les clandestins, les migrants arrivent en masse, de pays où le droit des femmes est extrêmement menacé, eh bien, je crois qu'il est extrêmement important, il est fondamental de parler, de se battre pour le droit des femmes, puisque c'est un combat aujourd'hui de civilisation. C'est dans notre civilisation, c'est la France, en Occident, eh bien, que nous avons promu, que nous avons souhaité, que nous nous sommes battus. Combien de femmes se sont battues pour avoir leurs droits, pour avoir le droit de vote? Et tout cela serait aujourd'hui balayé d'un revers de main. Ce n'est pas acceptable. Donc nous allons lancer un tract qui va être un tract national, une grande campagne nationale pour défendre les femmes françaises, que nous allons donc distribuer dans le département ici des Bouches-du-Rhône dans les prochains jours. Donc je vous présente le tract. Femmes françaises, fières de nos libertés. Voilà. Demain, les femmes françaises pourront-elles encore s'habiller comme elles le veulent? Vous avez l'ensemble des exemples que je vous ai cités. Est-ce qu'il est normal d'imposer à des petites filles de 7 ans d'être voilées? Est-ce qu'il est normal de pratiquer déjà, comme certaines mairies le font, des horaires de piscine séparés? Va-t-on pouvoir encore se mettre un bikini sur la plage? Peut-on admettre que dans certains quartiers ou lycées, sous la pression des islamistes, des jeunes filles soient dissuadées de porter une jupe ou obligées de se voiler? Est-ce qu'on va vers une privation des droits successoraux des femmes musulmanes françaises avec l'application de la charia? Est-ce qu'un médecin femme est-elle indigne de soigner un patient masculin? Est-ce qu'il n'est pas inquiétant de lancer un plan contre l'excision ou contre même ces mariages forcés? Est-il décent aussi que des mères célibataires n'arrivent pas à vivre? Et est-il admissible qu'une femme soit pour un poste équivalent moins payée qu'un homme? Étant donné que nous sommes extrêmement soucieux au Rassemblement national avec notre présidente Marine Le Pen eh bien de la dignité des femmes et du droit des femmes,
et que nous ne voulons pas être silencieux, eh bien voilà, je vous présente ce tract et ce sera donc l'objet de cette campagne.